Les autres, est-ce que vous m'entendez? Vous n'êtes que 27 participants. T'entends. Vous n'êtes que 27. Tant pis pour les autres. Alors, aujourd'hui, on va essayer de faire le Oui, trouble délirant. Oui, on va essayer de faire le trouble délirant. Vous arrivez à m'entendre? docteur. Ok. On va essayer de faire le trouble délirant. C'est une pathologie qui est caractérisée dans la psychiatrie, c'est-à-dire que c'est une maladie, c'est pas juste un symptôme. C'est comme la schizophrénie, les troubles bipolaires, etc. Le trouble délirant, il appartient au registre des pathologies psychotiques. Ce pas les pathologies anxieuses, c'est des pathologies psychotiques. Pour ceux qui étaient avec nous dans les TD, la psychose se caractérise ou se différencie des troubles anxieux ou névrotiques par le fait qu'on perd le contact avec la réalité. D'accord? Donc, on va commencer. Vous avez là un plan. Il y a une introduction, le contexte Docteur, le épidémiologique. Là, couple, Oui, les gens se... Non, ils se oui, pas. j'ai pas compris. Non, non, le son est clair, apparemment. Elle a un problème de connexion. Ah, ودوك le plan الحق. Oui, docteur, le son est clair. Ok. Donc, je vous ai dit, on va faire le plan Hawlik. Il y a 5 chapitres. Alors, on va commencer. Alors, la plupart des troubles délirants chroniques non schizophréniques ont été décrits en Europe au début du XXe, c'est-à-dire 1900, du XXe siècle. Ils regroupaient classiquement psychose paranoïaque, c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui, mais aussi la PHC ou psychose hallucinatoire chronique, les paraphrénies et les psychoses passionnelles. Il faut savoir qu'actuellement, les troubles délirants ne regroupent qu'une petite partie de ces psychoses chroniques non schizophréniques. Alors, actuellement, les délires chroniques non schizophréniques ne sont plus reconnus en tant qu'entité distincte, c'est-à-dire ce qu'on a vu ici, psychose paranoïaque, PHC, paraphrénie, etc., ne se retrouve plus dans les nouvelles classifications en nomenclature. Il n'y a que le délire chronique qui est retrouvé. La PHC, paraphrénie et psychose passionnelle sont intégrées, elles, dans les troubles schizophréniques. Donc, nous, aujourd'hui, on va faire le trouble délirant. Et c'est les anciennes appellations troubles délirants chroniques non schizophréniques qu'on va retrouver dans la CIM-10 et le DSM-5. Alors, le contexte épidémiologique, c'est-à-dire combien on va essayer de trouver de cette pathologie dans la population générale. L'épidémiologie exacte du trouble délirant, elle est difficile à estimer. Pourquoi? Parce que c'est quand même relativement rare. Et en plus de cela, les patients ne se déclarent pas. C'est des patients qui ne se reconnaissent pas malades. Pardon. Pour eux, ce qu'ils sont en train de vivre est réel. C'est ça la réalité. Le trouble délirant peut être sous-évalué car c'est des patients qui ne recherchent pas une aide psychiatrique, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Et la prévalence est estimée actuellement à 0,02 à 0,03% en population générale, ce qui est quand même assez bas. Mais en population psychiatrique, c'est-à-dire quand vous ne recrutez, quand vous faites votre étude que dans une population psychiatrique, il faut augmenter de 10, c'est-à-dire ça va être 0,2 à 0,3%. L'âge moyen de début, c'est d'environ 40 ans, c'est-à-dire que c'est un adulte mûr. Ça, c'est la moyenne. En général, ça commence entre 35 et 45 ans, ce qui est relativement tard par rapport à la schizophrénie. La schizophrénie, vous savez très bien qu'elle commence très tôt, alors que les troubles délirants commencent beaucoup plus tard. La sémiologie psychiatrique. Donc, on va essayer de définir ce que c'est que ce trouble délirant. On commence déjà par définir le délire. C'est quoi un délire? Alors, un délire, c'est quoi? C'est une idée, c'est quelque chose qu'on a en tête, c'est une pensée. C'est une pensée. Et ça, c'est du Descartes. Je pense, donc je suis, si je pense à côté, si je pense de
façon fausse. Ça veut dire que moi aussi, je suis à côté de la plaque, si vous voulez, à côté de la réalité. Donc là, c'est une idée qui est fausse sur ce qu'on peut percevoir du monde. Et c'est une idée qui est en contraste avec la réalité. C'est une idée aussi, c'est une idée ou une pensée ou un contenu de pensée qui est pour son propriétaire, c'est-à-dire pour le malade, qui est la réalité. On peut pas lui dire que ça, non, c'est pas la vérité, c'est autre chose. C'est ce qu'on dit, une conviction inébranlable. On est convaincu et personne ne vient ébranler cette conviction-là. Elle est aussi inaccessible au raisonnement ou à la contestation par les faits. C'est-à-dire, même si des personnes viennent vous dire on va essayer de vous raisonner, non, c'est pas la réalité, voilà là où tu te trompes, regarde les faits, regarde la réalité comment elle est. Eh bien non, notre malade, il est toujours convaincu que son idée est vraie. Alors, pour lui, c'est une évidence interne, c'est-à-dire c'est clair, net et précis, dans sa tête à lui, c'est comme ça. Elle peut être plausible, c'est-à-dire non bizarre. Euh, et c'est ce qui la différencie aussi de la schizophrénie. Plausible, ça veut dire qu'on peut y croire, qu'on peut même y adhérer, qu'on peut même délirer avec cette personne-là. Mais c'est une idée qui n'est généralement pas partagée par le groupe socioculturel du sujet. Autrement dit, mon entourage vont me dire regarde la réalité, c'est pas comme ça, regarde vraiment ce qui se passe, ce n'est pas ce que tu penses. Mais seulement, pour moi, c'est ça ma réalité, c'est ça mon évidence. Et donc, je me mets à côté de la réalité, je me mets en dehors de la réalité de tout le monde. Alors, c'est ça une idée délirante. Donc, c'est une conviction, pardon, c'est une conviction inébranlable, c'est une idée, une pensée avec laquelle je suis convaincu et que personne ne pourra me raisonner ou me faire changer d'avis. Pour moi, c'est une idée qui est claire. D'accord? Pour moi, en étant malade, si vous voulez. Alors, on passe maintenant à chaque fois que vous parlez d'idées ou de troubles, d'idées délirantes, pardon, il faudra toujours essayer de caractériser ce délire par ses différentes caractéristiques sémiologiques. C'est-à-dire, la première, c'est essayer de caractériser par le thème. Le thème, c'est quoi? C'est le sujet. C'est-à-dire, de quoi va parler cette idée délirante? Quelle est l'idée qui va être développée dans cette idée délirante, si vous voulez? Alors, les thèmes les plus fréquemment, c'est-à-dire les sujets les plus fréquemment retrouvés, sont la persécution. On est persécuté. J'ai l'idée qu'il y a une personne ou il y a quelqu'un qui me veut du mal. C'est ça la persécution. On me veut du mal et on va utiliser plusieurs méthodes pour me nuire. Ou bien encore la grandeur. Je suis persuadé d'être meilleur que les autres, d'avoir un don, d'être plus fort que les autres, etc. C'est aussi de la mégalomanie. L'érotomanie, c'est quand on est convaincu qu'il y a une personne qui nous aime. Et même si cette personne-là ne nous aime pas, nous, on est sûr qu'elle nous aime. La jalousie, c'est quand on est convaincu que son partenaire nous est infidèle, que notre partenaire nous est infidèle. Enfin, le délire somatique, là, c'est un délire dont le thème va concerner le fonctionnement des organes. On va penser qu'un organe ne fonctionne plus, qu'on est en train de se transformer ou bien qu'on a eu un accident. La réalité, on a eu un accident, mais on m'a remboursé à moins que ce que je mérite, par exemple. Ensuite, après le délire, ça c'est la première caractéristique du délire. Après cela, c'est les mécanismes, c'est-à-dire comment j'en suis arrivé à construire mon idée délirante, mon idée fausse. Alors, il faut savoir que dans le trouble délirant chronique ou les délires chroniques, il faut savoir que c'est principalement de l'interprétation. Autrement dit, c'est des choses qui arrivent réellement à l'extérieur, mais moi, je leur donne une signification qui est fausse, une signification qui va dans le sens de mon idée, qui va renforcer mon idée. Par exemple, si on donne un exemple d'interprétation, je suis en train de marcher dans la rue, je vois quelqu'un qui salue de mon côté ou quelque chose comme ça, eh ben moi, je vais dire, ah, il est en train de me montrer, il est en train d'indiquer où je suis à mes persécuteurs. Si je vois un écriteau, n'importe quel écriteau, je vais dire, ah, ça m'est destiné, c'est pour me nuire. Ensuite, ça, c'est le principal mécanisme. Ensuite, vous avez l'intuition. L'intuition, c'est, je suis sûr que c'est comme ça. C'est ça l'intuition. C'est comme ça et pas autrement. Ça n'a pas besoin d'explication. Et l'imagination, vous savez ce que c'est que l'imagination. On va se mettre
seul ou quand on est anxieux, on va commencer à imaginer des choses qui qui vont dans le sens de notre idée délirante, et c'est ça qui va devenir notre mécanisme. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il n'y a pas d'hallucination dans les troubles délirants, ou tout au moins ils sont très très rares, il ne faut pas que ce soit prévalent. L'hallucination n'est pas prévalente dans les troubles délirants. Et cela, c'est contrairement à la schizophrénie, dans laquelle on retrouvera essentiellement de l'hallucination. Ensuite, après le mécanisme ou les mécanismes, vous avez la systématisation, c'est-à-dire le système avec lequel est construit mon délire. Les idées délirantes persistantes sont systématisées. Autrement dit quoi? Autrement dit, elles touchent généralement un seul système, un seul pan de la vie, euh, une seule, euh, une seule émotion, si vous voulez. Ça va être de la colère par rapport à quelque chose. Ça, c'est contrairement à ce qu'on voit dans la schizophrénie, où les idées sont non systématisées. C'est-à-dire qu'elle va toucher toute la vie du sujet au point, comme ça touche tout et toute notre vie, au point où ça en devient incohérent, où ça en devient illogique. On n'arrive pas à croire, on n'arrive pas à comprendre cette idée-là délirante. Alors que chez le délirant chronique, non, elles sont systématisées. Elles comportent généralement un seul thème, ce qui conforte aussi la systématisation. C'est-à-dire, je ne vais parler que d'un seul sujet. Si c'est de la persécution, je vais rester sur de la persécution. Si c'est de la jalousie, je vais aller du côté de la jalousie et ne pas parler de persécution, etc. Avec un seul mécanisme principal, autrement dit, l'interprétation, par exemple. Alors que comment on appelle, dans la schizophrénie, c'est le contraire. Les idées délirantes sont très mal systématisées et le mécanisme, il y a plusieurs mécanismes, hallucinatoires essentiellement, mais les idées délirantes sont, les thèmes plutôt sont polymorphes. Il y a plusieurs idées qui s'entrechoquent. Alors que dans le délire chronique, non. Tout est assez clair, si vous voulez. C'est vrai que l'idée est fausse, mais cette idée-là, on peut la suivre, on peut la comprendre. Pour certains, on peut même y adhérer. D'accord? C'est ce qui fait la grande différence avec la schizophrénie. Ensuite, là, il faut une chose, c'est qu'on parle de délire en secteur. Lorsque le délire n'envahit qu'un seul champ de la vie du sujet. Autrement dit, ça ne touche qu'un pan de la vie du sujet. Dès que je sors de cette partie qui est malade, si vous voulez, de la vie du sujet, le reste, tout est normal. Contrairement aux schizophrènes, pour qui c'est toute la vie qui est touchée. Alors, on donne des exemples ici. Les délires passionnels comme l'érotomanie. On avait dit tout à l'heure, l'érotomanie, c'est quelqu'un qui est convaincu d'être aimé par un autre. Eh bien, je ne vais parler que de ça. Je ne vais pas, tant que je parle de maladie, bien sûr, hein, je peux parler d'autre chose sans être malade, mais si vous me piquez, si vous me lancez sur l'érotomanie, sur la personne qui est censée m'aimer, ben, je ne vais parler que de ça et je vais parler de ça de façon assez cohérente. Si c'est la jalousie, ben, mon thème ne va parler que de la jalousie. Je ne vais parler que de mon partenaire ou de ma partenaire qui m'est infidèle, etc. Et non pas de la totalité des domaines de la vie du sujet. Donc, ce n'est pas toute la vie du sujet qui est touchée par le délire. Mais par contre, il y a une sorte d'évolution, si vous voulez, où quelques délires se font par, ils commencent peut-être par un secteur, mais chaque secteur contamine l'autre. C'est comme une tache d'encre, si vous voulez, sur un brouillon. Vous faites une petite tache au départ, mais elle va s'étendre de manière excentrique. Là, c'est la même chose. Vous avez l'extension du délire qui va aller en réseau. Alors, chaque réseau, chaque secteur, si vous voulez, va contaminer l'autre secteur, va contaminer l'autre secteur, et à la fin, on aboutit à quelque chose qui est pratiquement incohérent, si vous voulez, du fait de cette contamination en secteur. Donc, dans les délires passionnels, par exemple, on parle de délire en secteur et pas en extension, pas en réseau, pardon. Ensuite, je vais parler de l'adhésion. L'adhésion, ça veut dire est-ce que j'y crois ou j'y crois pas à ces idées-là. Bien sûr, si c'est une idée délirante, on avait dit tout à l'heure que c'était une conviction inébranlable, qu'on peut pas nous faire, comment dire, qu'on peut pas oh là là, que c'est une idée à laquelle on croit absolument.
et personne ne va dire ne va venir pouvoir me convaincre que c'est faux. Donc, si je crois à cette idée-là, donc je vais réagir selon ce qu'il y a comme thème à l'intérieur. Si c'est quelque chose qui me rend heureux, je vais être heureux. Si c'est quelque chose qui m'agresse, je vais me sentir persécuté, je vais avoir peur, je vais avoir des réactions de peur. Si c'est quelque chose pour laquelle je me bats et je n'obtiens pas de résultat, je pourrais peut-être à la fin faire une dépression parce que je me bats et je ne vois pas de résultat. D'accord? Donc, cette personne-là, elle adhère complètement à ses croyances et comme elle adhère à ses croyances, elle va participer. C'est ce que je viens d'expliquer un peu. Elle va participer de façon affective avec un retentissement sur cette personne-là. Elle peut devenir carrément, à un moment, elle peut devenir carrément dangereuse. Maintenant, une fois qu'on a parlé de la sémiologie, c'est-à-dire on a caractérisé qu'est-ce que c'est qu'une idée délirante ou bien un délire, on va parler du trouble, c'est-à-dire je vais parler du trouble délirant, autrement dit, de la maladie carrément. Alors, le trouble psychiatrique, pour faire le diagnostic, positif, il faudrait que ces idées délirantes soient non bizarres, c'est-à-dire que le contenu du délire apparaisse relativement plausible, c'est-à-dire qu'on puisse le comprendre, qu'on puisse dire « Ah, peut-être que c'est vrai ». Et ces idées-là doivent persister plus d'un mois. C'est pas juste une idée d'un jour ou 2 jours pendant lesquels j'étais, je sais pas, moi j'étais fatigué, j'étais malade, et je me sentais persécuté. D'accord? Ça dure un jour, 2 jours. C'est pas pour autant qu'on va dire de moi que je suis délirant chronique. Pour être délirant chronique, il faudrait que ça dure plus d'un mois. Ensuite, il faudrait pas qu'il y ait d'hallucination. Là, on est en train de la définir en négatif par rapport à la schizophrénie. D'accord? Il ne faudrait pas qu'il y ait d'hallucination. On avait dit que c'est surtout l'interprétation qui prédomine. Qu'il n'y ait pas de syndrome de désorganisation, de syndrome négatif, contrairement à la schizophrénie. Autrement dit, je ne vais pas devenir, je ne vais pas m'isoler, ne plus aller travailler. Je ne vais pas me laisser aller devenir sale, par exemple, ne pas se laver, ne pas s'occuper de sa propreté. Et du fait de cette absence de syndrome de désorganisation, le trouble délirant chronique, il est généralement associé à un retentissement moins marqué du fonctionnement. Autrement dit, c'est quelqu'un qui, en dehors de cette partie de sa vie mentale, affective, etc., qui est malade, tout le reste est bien. Autrement dit, c'est quelqu'un qui pourrait avoir une vie sociale, une vie professionnelle qui pourrait être plus ou moins normale avec quelques petites caractéristiques. D'accord? Alors que le schizophrène, non, quand il est malade, c'est le tout qui est malade. C'est pas juste une partie de sa vie qui est malade. Et donc, les délirants chroniques, c'est des gens qui gardent un fonctionnement plus ou moins normal, on va dire. On va pas dire normal, mais on va dire plus ou moins normal. Alors, le DSM-4, c'est le diagnostic manuel c'est le manuel diagnostic statistique, c'est le 5, c'est les Américains qui ont ça. On a tendance à travailler quand même avec ça. Alors, le diagnostic de trouble délirant peut être posé si, d'abord, il faut qu'il y ait la présence d'une ou plusieurs idées délirantes qui durent plus d'un mois. Il faudrait que le critère A de la schizophrénie ne soit pas validé. Par exemple, si les hallucinations existent à bas bruit, elles peuvent exister, mais à bas bruit, elles ne doivent pas être l'essentiel de la symptomatologie. Et en plus de cela, elles doivent être concordantes avec le thème du délire. Imaginez quelqu'un qui, par exemple, qui est jaloux, d'accord? Quelqu'un qui est jaloux, qui pense que son partenaire le trompe, eh ben, il va essayer d'avoir des preuves, il va essayer de piéger cet infidèle, mais il n'arrive jamais. Il va même aller au niveau de la justice, il va aller au niveau de la justice, il ne gagnera pas. Et à ce moment-là, c'est quelqu'un, où est-ce que j'en étais? C'est quelqu'un qui peut faire, par exemple, ouh là là, je suis perdu. Alors, c'est quelqu'un qui va quand même halluciner un peu, qui pourra être halluciné et croire voir des choses. Ça peut être aussi des sensations d'infestation parasitaire associées à un délire parasitaire. Alors, c'est un délire parasitaire, c'est-à-dire c'est un délire somatique.
Et dans ce délire somatique, il pourrait avoir des hallucinations de type sensation d'infestation parasitaire, c'est-à-dire des hallucinations cutanées. On avait dit tout à l'heure qu'il ne devrait pas y avoir d'hallucinations, mais là, il en a quand même quelques-unes, mais il ne faudrait pas que ce soit ça l'essentiel de la maladie. Et en plus de cela, cette hallucination doit concorder avec son thème, c'est-à-dire avec le sujet. Le fonctionnement de tous les jours, il n'est pas altéré, le comportement n'est pas bizarre en dehors du domaine du délire, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, tant qu'on ne touche pas, tant qu'on ne parle pas de ce délire-là, on n'a pas l'impression qu'il est malade. Et ensuite, si des symptômes maniaco-dépressifs, c'est-à-dire si des symptômes de l'humeur ont lieu, ils ont été très brefs par rapport à la durée du délire. Autrement dit, le délire sera toujours plus long que les manifestations de l'humeur. Ensuite, il faudrait savoir que il faudrait chercher et éliminer une cause toxique ou une cause médicale. D'accord? Alors ça, c'est le diagnostic selon le DSM-5. Les différentes formes cliniques de ce délire. Alors, les différentes formes, on les a classées. Comment? On les a classées en fonction du sujet délirant, du sujet du thème de l'idée délirante. Alors, on va avoir érotomanie, c'est déjà un thème, ou bien jalousie, c'est un autre thème. Donc, délire érotomaniaque et délire de jalousie. On va faire deux en un pratiquement. Alors, les idées délirantes à thématique érotomaniaque sont centrées sur la conviction erronée ou fausse d'être aimé par un individu. Autrement dit, la personne érotomane, elle est sûre d'être aimée par un individu, par une autre personne. Généralement, cette autre personne est de statut plus important. Ça peut être son médecin, son professeur, quelqu'un qui a un rang dans la société plus important que le sien. Alors, elle résulte d'un mécanisme intuitif au départ, puis interprétatif. Cette conviction d'être aimé, cette conviction erronée d'être aimé résulte d'un mécanisme intuitif au départ. Au départ, je ne sais pas si c'est le prof, par exemple, juste un regard ou juste le fait d'être à côté, on sent qu'on est aimé par cette personne-là. C'est ça l'intuition. Oui, je suis sûr que je suis aimé par cette personne-là. Puis, j'enrichis mon délire comment? Je l'enrichis en interprétant les gestes et les faits de cette personne-là qui est supposée m'aimer. Si c'est quelqu'un, par exemple, si c'est quelqu'un qui sourit, ah, ce sourire-là m'est destiné et ça veut dire, ah, je t'ai repéré, je t'aime bien, je t'adore. Si c'est quelqu'un qui s'habille bien, ah, aujourd'hui, il s'est bien habillé, ça c'est pour moi, il s'est bien habillé. Même les choses qui sont à l'encontre de notre idée délirante, c'est-à-dire qui viennent dire que non, il ne m'aime pas. Moi, je vais les interpréter autrement. Le malade érotomane va les interpréter autrement. Imaginez quelqu'un, le prof par exemple, il est là, il ne vous regarde même pas. Et vous êtes sûr que vous êtes aimé, vous attendez à des regards langoureux, de longs regards qui vont se poser sur vous. Eh bien, ce prof-là ne vous regarde pas. Qu'est-ce que vous allez vous dire? Vous allez interpréter ça d'une autre manière. Vous allez vous dire, ah non, il fait attention à ne pas me regarder pour que les autres ne sachent pas qu'on est amoureux, qu'il nous aime, d'accord? Ou bien, il ne nous regarde même pas parce qu'il y a sa femme qui est juste à côté, c'est pour ça qu'il fait semblant de ne pas. C'est-à-dire, je tourne tout ça à l'avantage de mon délire. Ces idées délirantes sont plus fréquentes chez les femmes, on en voit de temps à autre chez les hommes, mais c'est surtout les femmes qui sont érotomanes. Et au départ, dans la description initiale, les idées délirantes, elles évoluaient en trois phases. D'abord, une longue phase d'espoir, c'est-à-dire la première partie de l'érotomane, ça va être quoi? Ça va être l'espoir. Ah, il m'aime, même s'il ne me regarde pas, je sais qu'il m'aime. Bientôt, il va se déclarer, bientôt, il va me dire je t'adore, je ceci, je cela. Ensuite, vous avez une phase de dépit. Là, je commence à m'énerver. Pourquoi est-ce qu'il ne me regarde plus? Pourquoi est-ce qu'il tarde à se déclarer? Pourquoi à déclarer sa flamme pour moi? Mais je garde toujours un espoir. Je garde toujours un petit espoir pour dire, ah non, ça va changer. Et puis enfin, une phase de rancune. Et là, j'ai perdu espoir.
je suis sûr que cette personne-là ne va pas se déclarer. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? Les risques de passage à l'acte deviennent très importants. Ça va être des injures et des menaces. Ça va être, je peux aller faire le pied de grue devant chez lui, je peux l'insulter devant tout le monde, etc. Et je peux même passer à l'acte sur lui ou sur la prétendue rivale. S'il a une femme ou autre, je peux aller agresser cette femme-là pour le libérer. Et là, c'est le risque de passage à l'acte qui est très important. Et à ce moment-là, l'hospitalisation sous contrainte devient justifiée. Une hospitalisation sous contrainte, ça veut dire une hospitalisation qui a été ordonnée par quelqu'un. Chez nous, en Algérie, ça peut être la justice, comme ça peut être l'administration au travers du wali. Sous contrainte veut dire aussi qu'on est obligé d'y obéir. Ce n'est pas nous qui y allons. Hein. Voilà pour ce qui est de l'érotomanie. Maintenant, les idées délirantes de jalousie. Les idées délirantes de jalousie, là, je suis sûr que mon partenaire m'est infidèle. C'est souvent plus fréquent chez les hommes. Alors, l'homme, du jour au lendemain, il va se mettre à se dire que son épouse ou sa partenaire le trompe. Il est sûr qu'elle le trompe. C'est une intuition au départ. Ensuite, il va essayer de rechercher les preuves de cette tromperie, de cette infidélité. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre à fouiller, par exemple, les affaires de sa partenaire. Il va essayer d'observer son corps. Est-ce qu'elle porte des marques de bleu, etc. Il va essayer de voir son comportement. Pourquoi est-ce qu'elle téléphone? Pourquoi elle se cache pour téléphoner, par exemple? Ou bien aller vérifier sur son téléphone. Il va lui dire, je vais rentrer aujourd'hui, je vais rentrer très tard, alors que finalement, il rentre très, très tôt pour essayer de la surprendre. Il va lui dire, je pars au boulot, il va se mettre au coin de la rue et surveiller si elle sort de la maison. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui va être à la recherche de preuves pour s'assurer de cette infidélité. On dit là qu'elle est favorisée par un contexte d'alcoolodépendance, c'est-à-dire chez les alcooliques, c'est beaucoup plus fréquent. Pourquoi? Parce que vous savez très bien que la consommation chronique d'alcool chez l'homme, elle diminue, même chez la femme d'ailleurs, elle diminue la puissance sexuelle. Donc, c'est des gens qui ne pourront pas avoir autant de rapports sexuels qu'ils veulent. C'est des gens qui vont être même impuissants par moments. C'est des gens aussi qui, pendant les alcoolisations importantes, quand ils sont ivres, ils peuvent avoir comme ça des petites illusions, pour ne pas dire des hallucinations, dans lesquelles il peut sentir comme si que sa femme était sortie voir quelqu'un, ou bien comme si qu'il y avait quelqu'un dans la chambre. Et tout ça va permettre à ce délire de se construire et de se renforcer. Et vous vous en doutez, ces personnes-là sont très dangereuses vis-à-vis non seulement de leur partenaire, mais aussi du prétendu amant, du prétendu rival. Ils peuvent passer à l'acte facilement et on en recrute beaucoup au niveau de notre unité. Hein. Ensuite, le délire mégalomaniaque et le deuxième, c'est le délire de persécution. Le délire mégalomaniaque, c'est quoi? C'est des idées mégalomaniaques, autrement dit des idées grandioses, dans lesquelles je suis sûr d'être doué d'un talent, d'avoir un grand talent, d'avoir un grand pouvoir, mais que les gens ne connaissent pas, ou bien d'avoir fait une grande découverte importante qui va aller bouleverser ou révolutionner le monde. C'est ce qu'on appelle les inventeurs méconnus. Il a inventé, je ne sais pas moi, il a inventé le fil à couper le beurre. Et il va se dire que grâce à ça, je vais révolutionner le monde. Et personne ne doit connaître cette invention parce qu'on risque de me la voler. Et quand on parle de ça, je vais dire, je vais un peu détailler mon invention, mais sans pour autant vous donner l'exactitude de cette invention-là parce que vous risquez de me la voler. Ensuite, les idées délirantes de persécution, c'est ce qu'on appelait auparavant la paranoïa. C'était ça, la paranoïa, surtout chez les Français. Hein. Les idées délirantes de persécution, là, je suis sûr, je suis convaincu d'être victime d'un complot. Il y a des gens autour de moi qui veulent me nuire, qui veulent m'empêcher d'aboutir, de faire aboutir des projets personnels. On veut m'empêcher de me marier. Ce qu'on dit en Algérie, c'est que j'ai pas de chance. Souvent, c'est comme ça. Les autres ont voulu me gêner dans ma progression, par exemple. Ce qu'il faut savoir, c'est que le terme de paranoïa n'existe plus dans le DSM, contrairement à la CIM. Hein. Le DSM, vous n'entendrez plus de paranoïa. Pourquoi? Parce qu'auparavant, on parlait surtout de paranoïa, de délire paranoïde chez eux, chez les anglo
américain, on disait délire paranoïde, et ça prêtait à confusion avec le délire paranoïde chez les Français qui renvoyait, lui, à la schizophrénie. Ensuite, là je reviens un peu sur la psychiatrie française qui, eux, distinguent dans la paranoïa plusieurs sous-types, si vous voulez, ou cliniques. Alors, pour les paranoïa, en grec, c'est para à côté, et noos, c'est la raison. Donc, ça veut dire penser à côté du bon sens ou à côté de la raison. C'est donc un trouble du jugement sans altération des capacités intellectuelles, ce qui la différencie énormément de la schizophrénie et des démences, par exemple, et qui caractérise les délires partiels interprétatifs systématisés. Vous voyez qu'on retrouve les caractères sémiologiques dont on avait parlé tout à l'heure. C'est un délire partiel, autrement dit, il est très bien systématisé et il est en secteur, et il est essentiellement interprétatif, très rarement hallucinatoire. Alors, les Français, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient les délires d'interprétation systématisés. Eux, ils touchent progressivement tous les domaines de la vie du sujet par une extension du délire en réseau. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'était la tache d'encre qui s'étendait en excentrique ou bien le secteur qui contaminait l'autre secteur à côté. Et à la fin, vous avez toute la vie du sujet qui est prise par cette interprétation. C'est généralement des délires de persécution. On les appelait auparavant les délires de persécution de sérieux et Capgras. Ensuite, vous avez les délires sensitifs qui, eux, ne s'étendent pas au-delà du domaine relationnel. Le délire sensitif, c'est généralement des gens qui mettent tout à l'intérieur, si vous voulez. Ils ont cette conviction d'être meilleurs que les autres, qui peuvent faire beaucoup de choses, etc. Mais ils n'arrivent pas à affronter les gens. Et à ce moment-là, dans leur relation avec les gens, il y a toujours des petits problèmes comme ça, jusqu'au jour où ça éclate. Et c'est souvent des personnes qui deviennent dépressives et qui se renferment sur elles-mêmes encore plus. Vous avez les délires passionnels, là vous en avez plusieurs. Il y a d'abord le délire passionnel de revendication, ensuite de jalousie et l'érotomanie. Ils se développent tous en secteur avec un thème prévalent, c'est-à-dire un thème qui prédomine, qui n'envahit pas toute la vie du sujet. Autrement dit, on reste dans le secteur. Dans les délires de revendication, vous avez les quérulents processifs, c'est-à-dire c'est des gens qui intentent comme ça des procès à tout le monde. Pour un petit différend, par exemple, avec un voisin, je vais faire déposer plusieurs plaintes au niveau de la justice et à chaque fois, je vais être débouté, bien sûr. Les idéalistes passionnés, c'est par exemple des gens qui ont un idéal, réformer la société, faire de la société la meilleure société possible. Et là, ils vont poursuivre cet idéal-là. Ils peuvent même passer à l'acte. Les inventeurs méconnus, on en a parlé. Les délires à expression corporelle, par exemple, les gens qui font une chirurgie esthétique et qui après estiment que la chirurgie esthétique n'a rien arrangé, au contraire qu'elle a aggravé la chose. À ce moment-là, ils vont être dans le délire passionnel, ils vont être dans la revendication par rapport à ce chirurgien qui les a opérés. Et souvent même, on les appelle les tueurs de médecins. On a aussi les sinistroses délirantes. Ça, c'est à l'occasion d'un accident, par exemple. On est remboursé pour un handicap à temps, disons à 60% ou là, et la personne, non, elle est persuadée qu'il lui faut du 100% ou là, du 130%. Il se dit que mon handicap n'a pas été évalué correctement. Et là, c'est des gens qui vont revendiquer et revendiquer tout le temps. Ensuite, délire de jalousie et erotomanie, on en a parlé. Alors, ces trois délires, les délires passionnels, ils se développent toujours en secteur avec un seul thème prévalent et qui n'entrave pas la vie à côté. Ensuite, le dernier sous-type clinique, c'est le type somatique. Les idées délirantes somatiques portent sur les sensations ou les fonctions corporelles. Autrement dit, c'est un délire hypochondriaque, si vous voulez. D'accord? Pour conclure que c'est un délire chronique, il faudrait d'abord éliminer
la schizophrénie, c'est ce qu'on a fait depuis tout à l'heure, ou encore le trouble schizoaffectif, c'est-à-dire une schizophrénie avec des troubles de l'humeur, un trouble de l'humeur tout seul, ou encore certaines personnalités, notamment le trouble personnalité paranoïaque, trouble personnalité borderline et l'antisocial. Alors, ces trois personnalités se caractérisent par un passage à l'acte qui est facile, comme pour nos malades délirants chroniques. Le problème se pose surtout avec la personnalité paranoïaque, parce que lui, sans être délirant, sans avoir cette idée-là, cette conviction fausse, il reste quand même très, très proche du malade délirant chronique. L'expression est pratiquement la même, sans pour autant qu'il y ait de délire franc. Et ce n'est qu'une fois que le délire est franc qu'on passe à la maladie. Il faudrait faire attention et voir et savoir éliminer ce qui n'est pas délire avant de dire que c'est de la maladie. C'est juste une personnalité pathologique de type paranoïaque. Les autres diagnostics non différentiels, d'abord différentiels non psychiatriques, les troubles médicamenteux, la L-Dopa, le baclofène, les troubles neurologiques, confusion, AVC, encéphalite, épilepsie focale, syphilis 3, souvent ça s'accompagne d'autres troubles neurologiques, tels que les troubles de la vigilance, d'autres maladies telles que la maladie de Wilson, la maladie de Niemann-Pick, surtout celle de type C, dans laquelle on rajoute à côté, avec l'idée délirante, on rajoute la splénomégalie, la paralysie supranucléaire, etc. La prise en charge psychiatrique. Alors, l'hospitalisation en psychiatrie, vous allez me dire que c'est des gens qui doivent être hospitalisés parce que c'est des gens qui risquent de poser des problèmes. Mais seulement ces gens-là ne veulent pas consulter. C'est rare quand ils viennent consulter. Et quand c'est la famille qui veut les hospitaliser, ben, cette hospitalisation-là risque de se retourner contre cette famille qui a demandé. Il va se dire, ah voilà, la preuve qu'on me veut du mal, la preuve que ces gens-là, que j'ai raison, qu'on veut atteindre à ma dignité, atteindre à mon intégrité physique, à ma réussite, etc. Là, ça, c'est les thèmes délirants. Et donc, c'est des gens pour qui l'hospitalisation se fait surtout sous contrainte, c'est-à-dire ce n'est pas la famille qui la demande, mais plutôt le maire, non, mais plutôt le wali, par exemple, par voie administrative, ou bien par voie légale, le juge. Ça passe un peu mieux. Alors, pose de nombreux problèmes sur le plan thérapeutique. Pourquoi? Parce que l'hospitalisation va accentuer le sentiment de persécution. C'est quelqu'un qui va perdre sa liberté à l'hôpital. C'est quelqu'un qui ne va pas faire ce qu'il veut, qui n'a pas envie d'être hospitalisé, mais qui va être hospitalisé. Et à ce moment-là, il va pouvoir dire aussi que voilà, la preuve, c'est que vous voulez m'hospitaliser alors que moi, je ne suis pas malade. Et il risque même de se retourner sur l'équipe médicale et réclamer une réparation disproportionnée par rapport à un préjudice qui est délirant, qui n'est même pas vrai. L'hospitalisation, bon, pour éviter tout ça, c'est l'hospitalisation sous contrainte. Ce n'est pas nous qui avons demandé l'hospitalisation, c'est le wali, c'est le juge. Et ça, c'est préférable à l'hospitalisation à la demande d'un tiers, c'est-à-dire souvent c'est la famille qui risque d'être désignée comme persécuteur par la suite. L'indication d'hospitalisation, c'est quoi? C'est le danger pour sa sécurité à lui déjà, et on avait dit tout à l'heure qu'il pouvait faire des dépressions, mais aussi pour la sécurité des autres. On avait vu l'exemple du jaloux qui pouvait tuer son épouse ou sa partenaire et qui pouvait tuer le rival. La même chose pour les tueurs de médecins, etc. Et aussi des troubles à l'ordre public. C'est des gens, par exemple, les quérulents processifs, ils vont jamais s'arrêter de déposer plainte, d'aller casser les pieds, excusez-moi le terme, au procureur, etc. Ça, c'est des troubles à l'ordre public. Une fois qu'ils sont hospitalisés, qu'est-ce qu'on fait? On leur donne des antipsychotiques. On leur donne des neuroleptiques, deuxième génération, c'est plus préférable. Alors, on va utiliser les mêmes médicaments pour la schizophrénie, donc on va prendre les mêmes précautions avant de prescrire, mais seulement on va donner de plus faibles doses par rapport aux schizophrènes. Pourquoi? Parce que souvent, c'est des gens qui sont très sensibles à ces médicaments-là, et c'est aussi des patients qui gardent une certaine lucidité par rapport à la maladie.
par rapport à la réalité, et quand ils ressentent les effets secondaires des médicaments, ils ne vont, à coup sûr, ils ne vont jamais être compliants au traitement. Ils vont peut-être le prendre au niveau de l'hôpital, mais dès la sortie, ils ne vont pas le prendre. C'est pour ça qu'on préfère donner des médicaments à très très faible dose, mais parfois on est contraint de mettre d'assez grandes doses pour certains, hein. Alors, les médicaments antipsychotiques, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont atténuer les actions délirantes, c'est-à-dire ils vont un peu abraser plus. Il ne faut pas croire que les antipsychotiques arrêtent. Pourquoi? Parce que pour certains d'entre vous, on avait parlé des médicaments antipsychotiques qui sont surtout hallucinolytiques, c'est-à-dire ils lisent les hallucinations, ils enlèvent les hallucinations. On a dit qu'il n'y avait pas d'hallucination, il y a surtout de l'interprétation. Donc, le délire, il est construit grâce à interprétation qui n'est pas sensible aux antipsychotiques. Donc, on a très peu de prises sur le délire, très peu de prises médicales sur le délire chronique. On a de moins bons résultats, si vous voulez, que chez les schizophrènes. D'accord? Mais seulement, on arrive quand même à atténuer cette conviction, c'est-à-dire à prendre un certain recul par rapport à cette idée délirante. Ça nous permet aussi de diminuer l'angoisse et de réduire surtout l'agressivité du patient. On peut associer ce traitement-là à un antidépresseur, surtout si je retrouve un épisode dépressif majeur, par exemple. C'est intéressant de le mettre. Ensuite, la psychothérapie, ben, l'essentiel de la psychothérapie, c'est surtout essayer d'avoir un rapport de confiance ou établir un lien de confiance avec le patient, entre le patient et le thérapeute, ce qui n'est pas chose aisée chez ces patients-là. C'est des patients qui se caractérisent par beaucoup, beaucoup de méfiance. C'est des gens, imaginez quelqu'un qui est tout le temps persécuté, à chaque fois que vous voulez l'approcher, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Il ne veut que du mal. Et donc, pour essayer d'établir un rapport de confiance, là, ce n'est pas évident, mais il faut toujours essayer de le faire. Il faut préférer la thérapie individuelle à la thérapie de groupe. Pourquoi? Ben, dans un groupe, il peut être l'objet d'analyse d'autres personnes, etc. Il faut toujours mettre des thérapies de soutien, c'est-à-dire dramatiser la chose, lui permettre de vivre sa vie normalement. Aussi, pratiquer des thérapies comportementales ou cognitives quand on a des symptômes qu'on peut cibler. D'accord? Parce que la thérapie comportementale ou la thérapie cognitive, c'est surtout cibler un symptôme et cibler une cognition, c'est-à-dire une façon de penser et lui trouver d'autres façons de voir la chose. C'est pas évident chez ces patients-là. Ou encore les dernières thérapies, c'est les thérapies d'acceptation et d'engagement qui peuvent être proposées, mais jusqu'à présent, on n'a pas beaucoup de recul par rapport à ça. Les thérapies d'acceptation, c'est accepter sa vie comme elle est, c'est-à-dire accepter d'être malade, accepter de vivre cette vie-là et essayer de la changer par la suite. Parce qu'on nous dit souvent que quand on accepte la chose, c'est déjà un premier pas pour la guérison. Et je vous remercie. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser maintenant, hein. Docteur, s'il vous plaît. Oui, oui. Sur le délire chronique, Eh, est-ce qu'on peut avoir ces maniaques ou dépressifs qui peuvent être greffés? Parce qu'il y a une je phrase vais dans pas. le cours que je n'ai pas bien compris. Oui. Je vous ai dit, on peut avoir, d'accord, mais je ne vais pas avoir la même chose que dans un trouble bipolaire. Ça ne va pas être du 3 mois ou 4 mois ou 5 mois d'évolution, d'accord? Ça va être sur l'ordre d'une semaine, 2 semaines, et ensuite, c'est le trouble délirant qui reprend le dessus. Le trouble délirant, il est toujours plus important que le trouble de l'humeur, d'accord? Que ce soit le trouble maniaque ou le trouble dépressif, d'accord? Ce n'est, si vous voulez, qu'un épiphénomène que quelque chose qui accompagne le trouble délirant. Le trouble délirant, il est là, c'est lui le plus grand, mais on peut avoir par moment des périodes où je suis en élation, excité, etc. Imaginez l'érotomane au départ. L'érotomane au départ dans la phase d'espoir, par exemple.
dans la phase d'espoir, qu'est-ce qu'il va vous dire? Ah, il a toujours l'espoir, il peut être tout content, pour peu que la personne supposée l'aimer, les regarder ou lui dit oui, d'accord, sans plus, hein, lui dit oui, d'accord, bah, il va être tout content, tout heureux, tout excité. Il peut même faire une petite élation, c'est-à-dire une petite joie ou une grande joie, avec une excitation psychomotrice. Mais ça va durer une dizaine, une quinzaine de jours, pas plus. D'accord? Et par rapport à l'érotomanie, c'est tout petit. D'accord? Oui, j'ai compris. Merci, docteur. OK. S'il n'y a pas d'autres, OK. Alors, si vous voulez passer au service, je vous ferai une preuve papier là-bas, ou bien je vous l'enverrai par la suite par email. D'accord? C'est bon? Super, merci beaucoup. Je vous en prie. Au Merci. revoir. Bonne soirée. Bonne soirée.